Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Nutrition. Ici Grégory Dubourg et aujourd'hui je reçois un entrepreneur qui incarne à la fois vision environnementale, développement industriel et défis de transformation alimentaire. Son entreprise créée il y a plus de 20 ans dans une cuisine familiale s'est imposée comme un acteur majeur du vrac bio en France en bousculant les habitudes de consommation et en promouvant un modèle plus juste. Mon invité, c'est Franck Bonfils, président et fondateur d'Un Air d'ici, marque pionnière du vrac bio en France, qui combine filière responsable, réduction des déchets, transparence et croissance durable. Franck, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, un double merci, Grégory, parce que tu viens de me rajeunir de 5 ans. En effet, Un Air d'ici a été créé il y a 26 ans, 26 ans maintenant. On a fêté les 25 ans l'année dernière. Effectivement, tu viens de le dire. C'est une société qui fait des fruits secs bio, présents essentiellement en grande distribution, mais pas que. On fait aussi des pâtes et des purées de fruits secs, mais je vais vous raconter cette histoire assez extraordinaire et très atypique d'une entreprise qui a été créée dans le Vaucluse et qui y est toujours à Carpentras, mais mais qui est aujourd'hui devenu le leader des fruits secs responsables et gourmands en France. Complètement, on va aborder tout ton parcours. Et pour commencer, ce que je te propose, Franck, c'est justement quel a été ton parcours depuis Gigondas, puisque je crois que c'est là-bas que tu as grandi, jusqu'à aujourd'hui, et surtout quel était le moment de bascule où tu as décidé que ton entreprise devait ne pas seulement produire, mais aussi transformer le système alimentaire. Alors, c'est assez simple. Mon parcours, il se résume à 2 lignes sur mon CV, hein. J'ai fait Sciences Po à Aix. Pendant que je faisais mes études, je faisais cuire des cacahuètes dans ma cuisine et j'allais les vendre dans les bars, dans ces distributeurs à 2 francs qu'il y avait sur les comptoirs à l'époque. Et puis l'été, je faisais la même chose, mais je remplaçais le sel par le sucre et je faisais des chouchous. Euh, Quelques années après, donc j'obtiens mon diplôme, j'ai créé une première entreprise qui faisait du conditionnement à façon, que je revends 2 ans après. Et puis mes parents, à l'âge de 50 ans, tombent tous les deux au chômage. Et je leur dis, bah, écoutez, les cacahuètes à l'époque, ça payait mon loyer quand j'étais étudiant. Et aujourd'hui, eh bien, ça va nous faire vivre. Donc mes parents se mettent dans la cuisine et font cuire des cacahuètes. Et moi, je vais faire du porte-à-porte dans les magasins de la grande distribution pour vendre les fruits secs. Et assez rapidement, je m'aperçois que personne ne m'a attendu pour mettre des fruits secs pour avoir des fruits secs dans les rayons en tous les cas, mais qu'en revanche, tout le monde attendait quelqu'un pour mettre des fruits secs en rayon. Et donc, j'accompagne mes produits d'un vrai service, celui d'aller mettre en rayon. Et en fait, c'était un peu le b.a-ba du commerce, si tu veux, qui repose sur 3 points essentiels pour moi. Un, si tu veux vendre, il faut que tes produits soient en rayon. Ça paraît idiot, mais c'est quand même assez pratique. Deux, il faut que ce soit les bons produits en rayon. Tu n'iras pas vendre des tongs aux Esquimaux. Et trois, il faut qu'ils soient au bon prix. Et donc, j'ai géré ça de manière assez pragmatique et avec beaucoup de bon sens. Et je suis allé faire du porte-à-porte dans ces magasins. Et assez rapidement, je me suis aperçu que les problématiques autour des produits n'étaient pas finalement les produits en eux-mêmes, mais bien ce qu'on en faisait. Et j'ai pris mon exemple. Je me suis dit, les cacahuètes, finalement, c'est bon pour la santé, c'est un bon produit. La problématique, c'est qu'on les dénature. Et donc, c'est assez drôle de dire que au début, je faisais des produits gras, salés, sucrés dans des emballages en plastique lourd, quand tu vois où on en est aujourd'hui. Et assez rapidement, je me suis dit, ben, je vais moins saler les produits, je vais moins les sucrer, je vais faire en sorte qu'ils soient dès l'origine pas bourrés de pesticides et polluant les terres avec des intrants, et donc bio. Et puis après, j'ai réfléchi sur la démarche sans emballage. Voilà. Et c'est comme ça que dès le début, entre le fait de mettre de l'humain au cœur de la machine pour que mes produits soient en rayon
Et le fait de vouloir des produits le moins dénaturés possible, j'ai construit, vraiment il y a 25 ans, sans le savoir, l'ADN de l'entreprise. Ce qui sera le fil conducteur de toute une success story de, de 26 ans. Et pour les 26 prochaines années d'ailleurs. Mais en tous les cas, tu vois, c'est assez intéressant. C'est vraiment, il n'y a pas eu un déclic, mais toujours un engagement très fort autour de l'humain et autour d'une alimentation durable. Et cette conviction autour de l'alimentation durable, tu l'avais en toi parce que tu avais vécu comme ça plus jeune ou c'est quoi cette attirance pour la minimisation de ton impact sur la santé et sur l'environnement? Alors, il y a deux, trois, sûrement, il y a deux, trois choses essentielles. Moi, tu le précisais, je suis originaire de Gigondas, avec des parents, donc avec des parents qui sont eux aussi originaires d'ici, et un peu, tu vois, traditionnellement, c'est vrai qu'en plus on est en Provence, on transforme peu l'alimentation, c'est une alimentation méditerranéenne, plutôt à base de légumes, de fruits, donc j'ai toujours vu ma maman et mon papa d'ailleurs cuisiner à base de produits locaux. D'une part. D'autre part, je suis, et Gigondas, on est en plein dans la vallée du Rhône. Hein, qui dit vallée du Rhône dit culture viticole. La culture viticole est un des plus gros consommateurs de phytosanitaires dans l'agriculture. Et j'ai vu, au cours de toutes ces années, euh, se développer des maladies chez les agriculteurs qui traitaient beaucoup les vignes autour de chez nous. Donc si tu veux, j'ai eu cette sensibilité. Et puis après, qui a été exacerbée par deux phénomènes. Un, j'ai toujours été passionné de sport d'extérieur. Je fais beaucoup de VTT, je fais beaucoup de vélo. J'aime la nature. Tu sais, moi, si j'ai choisi d'investir dans une usine ici, c'est parce que je suis amoureux de ma région, de mon terroir, et j'aime le Mont Ventoux, j'aime les dentelles de Montmirail. Et par conséquent, si je les aime, je veux les respecter. La seule manière aujourd'hui de ne pas polluer les sols, c'est l'agriculture biologique. Et puis le deuxième point, c'est que tu vois, quand tu fais le Mont Ventoux, il y a quelques années, tu voyais les fossés qui étaient pleins de papier, de déchets. Heureusement, ça a bien changé depuis. Et donc, je me suis dit, l'emballage, de manière générale, est quand même une problématique. Donc, si on pouvait travailler là-dessus. Et puis, dernier point, c'est que en fait, j'ai souffert d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Et je me suis aperçu que la meilleure des manières de lutter contre l'inflammation et donc contre la douleur, c'était ce que je mettais dans mon assiette. Et ça a été un peu un électrochoc. Alors, évidemment, je m'en suis rendu compte tard, un peu trop tard dans ma vie, mais en tous les cas, c'est vrai que ça a ancré, on va dire, ancré des convictions qui étaient nées d'une expérience. Ouais, très clair. Alors si on parle un peu plus de ce que fait l'entreprise, donc un RDC, c'est aujourd'hui une entreprise qui est structurante dans le vrac bio avec un maillage national considérable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait la singularité de votre modèle que vous appelez full service vrac pour les grandes surfaces? Bien sûr, alors, ce modèle, il repose sur ces 26 années d'expérience et sur ses débuts. Je te le disais, le début, c'était le produit, d'accord? Et puis, l'humain. Le produit, il est intéressant. Parce qu'au final, le vrac, ça n'existe pas. Quand tu réfléchis bien, personne écrit sur sa liste de courses, je vais acheter du vrac. Non. Oui, c'est J'ai vrai. acheté des amandes, des noisettes, des noix de cajou, en tous les cas des produits de qualité, bio, issus de filières maîtrisées. Et derrière, tu veux les acheter dans un modèle de distribution qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, contre les emballages polluants, mais qui doit garantir de la fraîcheur, etc. etc. Et à ce titre, on a une innovation majeure qui est sortie, j'en parlerai un peu plus tard. Mais donc, ce modèle-là, il repose et il est indissociable du service. Ça veut dire que mon produit est indissociable du service. Pourquoi?
Parce qu'en magasin, le vrac, ça s'entretient. C'est-à-dire que tu dois avoir des meubles, des trémies, ce qu'on appelle des trémies, ce sont ces silos qu'on voit avec les poignées, qui sont gérés par bien nos promoteurs des ventes qui tous les jours sont au quotidien dans les magasins. On a plus de 200 personnes de manière directe ou indirecte qui gèrent au quotidien l'entretien de ces trémies, leur nettoyage, la traçabilité, etc., etc. Et donc, si le vrac s'est développé, c'est grâce aux femmes et aux hommes qui étaient déjà dans les magasins pour un air d'ici, à l'époque pour mettre des sachets dans les rayons, et puis on est allé prendre de la place, s'implanter, et avec quand même un gros investissement à la clé, hein, puisque nos meubles, il fallait sacrément y croire au vrac, parce qu'on a investi 20 millions d'euros dans des meubles, dans ces silos, dans ces meubles présentoirs qui sont notre propriété. Et, et la raison pour laquelle le vrac a bien fonctionné en France et a bien pris et a permis le développement d'une consommation plus responsable et en tous les cas offrir une alternative à cette consommation-là, c'est parce qu'il s'appuie sur un modèle de service. Voilà, service qu'on apporte en magasin. Donc tu vois, c'est très lié, et je trouve ça hyper intéressant de parler de ça et d'échanger sur ce sujet-là, qui est de dire finalement ce que tu plantes dès le début dans ton entreprise, c'est ce que tu as au fond de toi en tant qu'entrepreneur. Et à la fin, si tu gardes cet alignement, je crois que c'est là la clé de... Alors, je ne vais pas dire la réussite, parce qu'il n'y a jamais vraiment de réussite, il y a des satisfactions, mais en tous les cas, c'est la clé d'une croissance. Nous, ça a été la clé aussi d'un modèle économique, hein. Je veux dire, on a un modèle économique aujourd'hui qui repose sur des valeurs très fortes, des valeurs engagées, des valeurs responsables. Donc c'est chouette. Moi, je me régale tous les matins à venir travailler. Et est-ce que ce modèle vrac, lorsque toi tu l'as lancé en GMS, vous étiez les pionniers, les premiers à le faire? Il existait déjà en magasin bio ou pas? Tout à fait, il existait en magasin bio. Tu sais, moi, j'ai rien inventé. Je le disais, je suis originaire de Gigondas, donc la campagne. Il y avait à l'époque, je me souviens, les grands-parents, quand ils allaient à l'épicerie, ils disaient: je veux 500 grammes de lentilles. On leur donnait 500 grammes de lentilles. Tu vois, donc j'ai pas inventé grand-chose. Simplement, j'ai essayé de réadapter un modèle et le proposer dans un lieu où on s'y attendait pas. Je m'explique. Ça aurait été facile d'aller proposer des produits bio en vrac dans les magasins spécialisés bio. Tu vois, tu te disais, ok, ma cible de clientèle, elle est là. Elle est dans les Biocoop, les Naturalia, la Vie Claire, etc. Mais à la fin, si tu veux essayer de changer le monde, c'est quand même bien d'aller essayer d'évangéliser. Alors, c'est un grand mot, mais en tous les cas, je dirais peut-être démocratiser ou proposer un mode de distribution que tu ne serais jamais allé chercher par toi-même, parce que monsieur et madame Michu, qui vont faire leurs courses le samedi après-midi chez les grands distributeurs, n'auraient en tous les cas jamais poussé la porte de ces magasins spécialisés bio. Donc il a fallu aller leur mettre un modèle de consommation différent dans leur lieu de consommation habituel, pour arriver à leur dire: regardez, vous pouvez consommer différemment, vous pouvez avoir une autre approche de l'alimentation, des produits plus sains, plus naturels, moins transformés, bio, sans emballage. Tu vois? Donc, ma vraie fierté, je disais, il n'y a pas de réussite, il n'y a que des fiertés. Ma vraie fierté, c'est de dire qu'aujourd'hui, un air d'ici, c'est 150 collaborateurs, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 sites de production, un à Carpentras, un à Génas. Mais la vraie fierté dans tout ça, c'est que les 85 millions d'euros de chiffre d'affaires ne traduisent que des millions de consommateurs qui nous font confiance au quotidien. Un. Et deux, que cette confiance des consommateurs au quotidien, elle a permis de créer de la valeur en local. Investir 16 millions d'euros dans une usine à Carpentras. Créer 150 emplois en local, sur le bassin d'emploi local. Tu vois, c'est ça la vraie fierté.
Et quand je dis qu'un modèle économique alternatif peut exister, on en est l'incarnation. Tu vois, tu te dis, j'ai commencé quand même il y a 26 ans avec des cacahuètes dans la cuisine, et puis en les rendant, en rendant le modèle plus responsable, j'ai réussi à créer de la valeur. Honnêtement, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est génial. L'histoire, elle est géniale. Moi, je m'éclate à ça. Et c'est que le début. On parlera de tous les nouveaux projets et de ce qui prépare l'avenir de l'entreprise juste après. Pour revenir sur cette dimension industrielle, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce qu'on fait dans ton usine? C'est du conditionnement de tous ces produits vrac, c'est la fabrication de ces fameux distributeurs Trémi. En quoi consiste exactement l'activité industrielle par rapport à, enfin, on imagine bien dans l'industrie agroalimentaire ce que c'est que fabriquer un produit, le mettre dans des formulés, mélanger, cuire, mettre dans des emballages. Mais dans la mesure où toi tu es sur du vrac, ça consiste en quoi? Alors, nous, comme tu le disais très bien, on est très différent de l'industrie agroalimentaire classique. C'est-à-dire que là où l'industrie agroalimentaire classique, elle tend plutôt à transformer, nous, on tend à pas dénaturer. Et donc, pas dénaturer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la plus grande proximité possible entre le produit tel qu'il sort du champ et celui qui est dans la trémie dont tu vas pouvoir te servir en magasin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cultiver des filières d'excellence, avoir une grande proximité avec nos agriculteurs. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait de manière le plus proche possible. Hein, si je prends l'exemple de la filière amande, on a développé la filière amande depuis des années en Espagne et jamais aux États-Unis, parce voilà, on a la possibilité de le faire au plus proche. On aimerait le faire en France, mais en France c'est assez compliqué. C'est une filière qui est naissante et même si on s'y investit, les volumes sont très très faibles. Donc nous, notre métier, c'est d'avoir des ingénieurs agronomes qui sont au plus proche des champs et des agriculteurs dans les pays d'exploitation d'origine. Alors je parle de l'Espagne pour l'amande, je parle de la Turquie pour les noisettes, pour les raisins, pour les pistaches. Je parle du Vietnam où je serai dans une semaine Pour le cajou. pour la noix de cajou. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc premier gros grosse étape, c'est celle de la construction de nos filières. Donc, on a les filières solides. Ensuite, on va analyser les produits ici. Donc, évidemment, on a nos ingénieurs agronomes qui travaillent de concert avec les agriculteurs en amont. On réceptionne les produits ici à Carpentras et là, on fait une nouvelle batterie d'analyse de tous les lots qu'on reçoit. Ça, c'est pas une obligation légale, c'est simplement une obligation morale que je me fixe. C'est de C'est un dire, standard de qualité que vous êtes fixé. exactement, tout à fait. Donc on analyse et derrière on va, eh bien, soit griller les produits, soit les aromatiser pour certains, noix de cajou à l'ail noir, noix de cajou au curry, voilà, amandes grillées salées, tout simplement. Et puis, on va faire les chouchous quand même. Hein, n'oublions pas, Les fameux c'est chouchous celui que je originels. vendais sur la plage, on en vend toujours. On met moins de sucre, mais c'est quand même, il faut quand même savoir rester gourmand. C'est de la Mais on fait cacahuète donc un peu caramélisée, hein, c'est ça? exactement cacahuète caramélisée, amandes caramélisées. Donc on fait un petit peu, on a toujours cette activité qui est assez artisanale et traditionnelle, mais il est important de toujours l'avoir dans l'usine. Et puis ensuite, on a le conditionnement qui est adapté au vrac, c'est-à-dire des sachets de 2,5 kg pour les distributeurs en vrac. Donc ça, c'est la première partie, c'est ce qui est fait dans l'usine à Carpentras. Et puis on a une autre activité aussi. Donc on profite toujours de ces mêmes filières. Ce sont les mêmes produits. Mais là, à Génas, sur le site de Génas, on va les transformer en beurre de cacahuète, en purée de fruits secs, en purée d'amandes, en pâte à tartiner, chocolatée ou non, avec toujours la même ambition. Un beurre de cacahuète chez nous, c'est 100% de cacahuète. Voilà. Produit brut Une, et sans aucun exactement. additif. Une purée d'amande, c'est 100% d'amande.
Et lorsqu'on fait une pâte à tartiner, c'est minimum 80% de fruits secs. Voilà. Simplement pour te donner un ordre d'idée, une pâte à tartiner d'une Italienne. grande marque bien connue, c'est 13% de noisettes, hein. Mm. Voilà. Le reste, c'est du sucre et de l'huile, en gros. Voilà, c'est extrêmement important, tu vois, dans le développement de l'entreprise, d'avoir cette espèce de cette vraie stratégie et cet ADN qui permet d'être un véritable tamis sur la création des produits. Voilà. Est-ce que le produit est ultra transformé? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire moins? Tu vois, c'est marrant. D'ailleurs, ça t'aura pas échappé, mais je trouve qu'on a une tendance dans l'alimentation aujourd'hui qui est plutôt de faire moins. Quand tu regardes les services R&D des industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui, hier, ils étaient challengés pour mettre du fake dans leurs recettes, hein, en disant rajoute-moi du goût, rajoute-moi du sucre, rajoute-moi du sel. Ah, aujourd'hui, je pense que tu rentres dans un service R&D, c'est bon alors. On va te recruter si tu peux faire du moins. Alors, tu vas mettre du moins partout. Donc, réduis les ingrédients, réduis tout ça. Et ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, je trouve. Oui, clairement. Tu as beaucoup parlé de produits, on va dire, sucrés ou à des usages plutôt goûter, petit déjeuner, etc. Vous faites aussi des produits plus orientés légumes secs dans la gamme, j'imagine? On a, tout à fait, on a 150 références donc de fruits secs, évidemment, 75% de l'activité, notamment en vrac, mais aussi graines, donc graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame, graines de courge, etc. Et puis tout ce qui est légumineuse, donc une activité légumineuse, et puis après les céréales, on va jusqu'au café, au thé, où là on a des partenariats, puisque c'est pas notre cœur de métier, donc on est très transparent sur les gens avec qui on travaille dans ces univers-là. Et sur la partie légumes secs, c'est pareil, il y a la même logique de filière, de contractualisation avec l'amont agricole. Exactement, et notamment d'ailleurs sur la partie légumes, sur la partie légumineuse, c'est beaucoup plus simple d'arriver à se sourcer en France. Hmm. Récemment, un air d'ici a réalisé un rapprochement stratégique avec GoNuts, spécialiste des beurres et purées d'oléagineux bio. Donc, je pense que c'est probablement à cette gamme que tu faisais référence juste avant. Donc, c'est un choix fort, hein, du coup d'acquérir une entreprise et qui plus est dans des produits un peu plus transformés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la logique derrière ce rapprochement et puis ce que ça a permis comme évolution dans l'entreprise, dans la gamme de produits, dans les synergies commerciales, etc. Alors, tu vois, ce rapprochement, il a découlé d'une vraie stratégie. C'était celle de dire, on veut qu'un RDC, ça soit un leader d'une alimentation végétale du quotidien et en particulier des fruits secs responsables et gourmands. J'en parlais. Leader, ça veut dire quoi? Pour moi, le leader, c'est pas celui qui gagne la course, c'est pas celui qui a le plus gros chiffre d'affaires, c'est pas celui qui vend le plus. Non, pour moi, c'est celui qui est inspirant. Tu vois, allez, à qui tu as envie de ressembler, celui qui a la reconnaissance, la capacité d'innovation, qui est sur plein de réseaux, fort dans son cœur de métier, avec plusieurs savoir-faire. Et donc, c'est dans cette stratégie-là qu'on s'est dit, euh, ça faisait un petit moment que je voulais transformer mes produits, c'est-à-dire les broyer simplement, pour en faire des pâtes et des purées de fruits secs et des beurres de cacahuètes notamment. Pourquoi? Simplement parce que j'en consommais au petit déjeuner. Et que je m'étais dit, en fait, c'est des cacahuètes qui sont broyées. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Et donc, nous, on était fournisseurs à l'époque déjà, on vendait de la matière à Gonuts. Et c'est une marque que j'ai toujours trouvée très très belle. Donc, une marque qui n'est qu'en magasin spécialisé bio, avec une belle notoriété, qui était présente du coup sur un autre réseau que celui sur lequel on était, et qui ne sera présente que sur ce réseau-là. Hein. Gonat, c'est une marque ce qu'on appelle la GSS, hein, c'est-à-dire les magasins spécialisés bio. Et, et donc, ça a coché toutes ces cases dont je viens de te parler. Génial, on peut faire l'acquisition d'une marque avec de la notoriété, cool. On se diversifie sur nos réseaux,
on va voir les magasins spécialisés bio, et puis on se diversifie sur notre savoir-faire. Et en fait, ça a eu un effet inattendu. Ça a eu un effet inattendu sur ce dont je te parlais au début de notre interview. Tu sais, le fait de dire, mais le vrac n'existe pas parce qu'on vient chercher des produits, eh bien, ça m'a permis, moi, de capitaliser sur le goût. Tu vois? Parce que on parlait beaucoup de cette naturalité des produits naturels, des produits peu transformés, des produits bio, des produits végétaux, des fruits secs, etc., mais peu, finalement, de leur goût. Et grâce à GoNuts, on a finalement réussi un peu à s'approprier le fait que nos produits, en plus d'être bio, d'être issus de filières maîtrisées, etc., ils pouvaient être bons. Et ça me permet de faire un lien tout naturel avec ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire que la semaine dernière, on a décidé de changer de marque pour la grande distribution. Et donc, Juste Bio, Manger Juste, est devenu YouNuts. Parce que, alors peut-être que je vais devancer tes questions, mais c'est un peu naturel de parler de ça, c'est de te dire que finalement, sur les 26 ans, là, j'ai l'impression de te le dépeindre et c'était tout rose et c'est le monde des bisounours. Non, pas vraiment quand même, hein. Pas vraiment, parce que on a un peu le syndrome, chez NR d'ici, j'ai un peu eu le syndrome, tu vois, du chanteur inconnu. Tu sais, tout le monde connaît le morceau. Ah ouais, c'est génial, mais j'adore, mais je connais, mais ah oui, qui chante ça? Ah mais je sais pas. On sait absolument pas à quoi il ressemble. On ne sait pas qui c'est. On n'a jamais entendu parler. Tu te rends compte? On vend chaque minute 25 kilos de produits en France. Dans la grande distribution française, 25 kilos de produits, dont 5 kilos d'amandes. Et malgré ce, personne ne nous connaît. C'est-à-dire que tout le monde sort de chez Leclerc, de chez Intermarché, de chez Système U ou des autres, en disant « Dis donc, elles sont bonnes les amandes d'Intermarché, de Système U. » Ah ouais, mais c'est dommage en fait, non. Parce que tu as manqué un bout de l'histoire. Parce que ce chanteur, si tu connaissais le chanteur, tu saurais qu'il est engagé, qu'il écrit, qu'il compose, qu'il a plein de valeurs très chouettes et qu'il fait en plus plein d'autres choses. Eh bien, c'est un peu l'histoire d'un air d'ici. C'est de te dire, ok, 25 ans après, il faut quand même que les gens arrivent à savoir toutes les valeurs qu'on porte. Et que toutes ces valeurs, elles se retrouvent dans un produit. Un produit qui est bon pour moi, un produit qui est bon au goût, un produit qui est bon pour l'environnement. Quand même, c'est dommage de ne pas en parler. Bien et donc, sûr. on a choisi de s'appeler YouNuts parce que par le En passé, clin on d'œil à s'appelait GoNuts, du coup, forcément. Exactement. Voilà, clin d'œil à notre petite sœur ou on ne sait pas comment on l'appelle, mais en tous les cas, un membre de la famille qui m'a ouvert les chakras. Et je me dis, c'est quand même sympa d'avoir une vraie marque sur des produits. Et donc, c'est un peu le challenge de 2026, c'est celui-là. C'est de dire que après, finalement, n'avoir revendiqué qu'une chose, c'était de dire, je m'appelle Juste Bio. Bon, et si je dis Grégory, il est juste beau. Il y a des chances qu'on n'écoute pas son podcast, il va pas avoir une vraie profondeur. Tu vois, l'idée, Ça manquait c'était un de peu de dire, force comme marque. ouais, Juste Bio, c'était quand même très réducteur. T'as quoi d'autre à vendre? Bah, je suis juste bio, moi. Ouais, non, j'ai plein d'autres choses, hein. Réduire le gaspillage alimentaire, les emballages polluants, créer de la valeur en local, etc. Et derrière, je me suis dit, ok, je vais basculer sous Manger Juste. Il y a 18 mois, hein. Dans l'histoire de l'alimentaire, c'est pareil, quand même, quelqu'un qui change de marque tous les 18 mois, ça arrive rarement. Mais moi, tu vois, Manger Juste était une problématique de courage. J'ai pas eu le courage d'aller au bout. C'est-à-dire que j'avais peur de perdre mon conso. Mais mon conso, il ne me connaît pas. Donc en fait, j'aurais dû avoir le courage il y a 18 mois de dire allez, on change pour de bon. Mais C'est-à-dire je que tu n'étais avais pas prêt. conscience qu'il fallait changer de marque, ou Ouais, en tout cas qu'il fallait avoir une marque beaucoup plus forte et beaucoup plus identitaire. Par contre, tu as fait un petit pas que tu as trouvé pas assez courageux, c'est ça? tu as tout compris. C'est-à-dire que je suis passé de juste bio avec la petite signature qui était manger juste à manger juste. Style, je veux pas trop perdre mon conso. Il verra toujours que c'est manger juste. Mais en fait, manger juste, c'est là que je me suis dit, c'est pas une marque. C'est un claim. C'est même limite moralisateur. Mais moi, je suis pas moralisateur. Moi, je suis dans l'équilibre. Chacun consomme comme il veut. À nous d'arriver à juste à inciter, influencer, comme on dit aujourd'hui,
vers une alimentation meilleure. Mais en tous les cas, manger juste, si tu veux, c'était le truc moralisateur. Or, j'ai pas besoin. Je propose des produits végétaux, fruits secs, bio, issus de filières contrôlées, qui sont bons pour moi, qui sont bons pour la santé, qui sont naturels, peu transformés, etc., etc. Donc mes produits parlent pour moi. Qu'est-ce que je vais aller me rajouter à des gens qui font la démarche d'aller consommer des produits bio en vrac? Bon les gars, mangez juste hein, en plus. Hein, mais non, mais non. En fait, moi je veux juste rajouter du fun et ces deux os de YouNuts, c'est dire tu fais une double action. C'est bon pour moi et c'est bon pour la planète. Donc Mmh. voilà comment est née la marque. Non, mais c'est super intéressant parce que, à vrai dire, moi-même qui baigne dans l'alimentation depuis aussi 25 ans, pendant très longtemps, j'ai cru que tes distributeurs que je voyais moi-même en tant que conso en GMS, je pensais que c'était la propriété de la chaîne de supermarché et que c'était au même titre que le rayon fruits et légumes, juste un support et que c'était une espèce de marque générique en blanc. Donc c'est vrai que ce déficit de branding, c'est plutôt une bonne chose qu'il ait été corrigé. Et c'est tout simplement du fait aussi, je pense, c'était un peu peut-être l'erreur originelle, hein, mais c'est que quand tu vends du vrac, bah, tu te dis il n'y a pas de packaging, alors que c'est le packaging qui d'abord porte la marque, porte une identité de marque, donc il n'y a peut-être pas besoin d'identité. Mais en vrai, bah, c'est un produit comme les autres et le marketer avec une identité, une marque forte, avec des valeurs fortes, bah, probablement que ça va booster tout ça dans le futur. Et c'est ce que tu dis est très juste et très intéressant. Tes réflexions sont très intéressantes en ce sens où, euh, effectivement, le déficit de notoriété était très lié à la manière de vendre les produits, puisque fatalement, sur le vrac, tu n'as pas d'étiquette, tu n'as pas de branding, tu n'as pas de marketing, tu vois, comme tu le disais. Et c'est pour ça qu'on est allé encore plus loin. Je me suis dit avec YouNuts, en fait, non seulement j'explique aux gens que ce que tu viens chercher dans ce rayon-là, dans le rayon du vrac, ce sont avant tout des produits, et YouNuts, c'est la garantie de ton produit. Tu viens chercher des noix de cajou, des amandes ou des noisettes YouNuts, mais tu viens aussi chercher des produits qui sont ailleurs dans le rayon. D'accord? Une marque, donc qui est ailleurs dans le rayon, parce que tu vas la retrouver en beurre de cacahuète et en purée de fruits secs. Mais là où on est allé plus loin avec YouNuts, c'est pas un simple rebranding, c'est pas un simple coup marketing, c'est aussi une technologie. Et je viens à cette double innovation de 2026 qui est de dire, en plus de cette marque, d'accord, en plus de ces produits, on est allé révolutionner avec YouNuts la technologie de distribution de ces produits. Parce que le vrac, s'il n'existe pas, en revanche, tu as besoin d'aller acheter en confiance, en transparence et avec praticité tes produits. Et donc, on avait un vrai challenge, c'est de dire, moi, je veux aussi révolutionner cette technologie du vrac. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé inventer un système avec une cartouche, et je t'invite, on mettra en lien, si tu veux, la vidéo de présentation, ça sera plus simple à comprendre, mais tu as une cartouche hermétique qui vient protéger le produit, qui vient se plugger sur la poignée classique, tu sais, que l'on utilise en magasin, mais sauf que elle a complètement changé. Cette poignée, elle est munie d'un doseur. Et donc, chaque mouvement de la poignée va permettre de débloquer juste une dose. Là, c'est fini, le classique dans le vrac, oups, j'en ai un peu trop pris. Ouais. Donc là, tu limites les sachets abandonnés, et pas que, parce que cette poignée doseuse, elle est reliée à un écran que tu as sur le facing de ta trémie, qui va te permettre de voir en temps réel le poids et le prix que tu vas payer. Et dernière innovation, c'est que la poignée est reliée à la balance. Et lorsque tu vas peser ton produit, tu n'auras plus à sélectionner au milieu de dizaines de produits celui dont tu t'es servi, mais tu auras uniquement le choix des pignons de pain si tu t'es servi des pignons de pain ou des flocons d'avoine si tu t'es servi des flocons d'avoine. Donc l'étiquette sort, et ça génère quoi? Eh bien, moins d'erreurs côté consommateur et moins de fraude aussi côté magasin. Parce que généralement, lorsqu'on s'est servi du pignon de pain, l'erreur,
c'est qu'on le consommateur, il pèse souvent du flocon d'avoine, vois-tu? Qui coûte L'inverse est 10 beaucoup fois moins moins vrai. cher. L'inverse est beaucoup moins vrai. C'est vrai. Mais donc, on a fait quoi avec ça? Eh bien, on a rendu l'expérience d'achat beaucoup plus pratique, beaucoup plus transparente, beaucoup plus hygiénique, beaucoup plus sécurisante, d'accord? Et Hmm. de l'autre côté, on a rendu au magasin une, une vraie efficacité, une utilité et une réalité économique. Ah, tu limites la perte, la casse, etc. Donc voilà, c'est une vraie révolution. Tu vois, Younuts, ça n'est pas qu'un rebranding, c'est vraiment une révolution totale dans notre métier. Ah, c'est super. Et du coup, en fait, tu as vraiment gommé tous les irritants, à la fois pour le consommateur et pour le distributeur, sur l'utilisation du vrac, parce que c'était une question que je voulais te poser après, mais du coup, tu as tout répondu. C'est quels étaient les freins au développement du vrac. Et effectivement, on parle souvent d'hygiène, de praticité, etc. Et là, vous avez résolu finalement tous les problèmes. Exactement, exactement. On a essayé de faire ça et on est en test là on est en test dans 2 magasins. L'idée, c'est de déployer tout ça à partir de 2027. Et donc là, ça nécessite un changement un pour un de tous les distributeurs ou c'est des adaptations sur les distributeurs existants? Alors, tu gardes tu sais, la structure du meuble et tu viens simplement remplacer la trémie. Donc, on va switcher les trémies. D'accord. Et en plus, parce Vraiment. que j'ai vu la photo dans la presse spécialisée, c'est là où il y a un branding et la marque Voilà, YouNuts, c'est très joli, l'habillage qui a été fait autour des distributeurs. c'est C'est ça. beaucoup plus Merci. visible et beaucoup plus identitaire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, super, très intéressant. Est-ce que ça va jusqu'à faire aussi du vrac sur des produits peut-être un peu plus pâteux? Parce que comme par ailleurs vous faites des beurres de cacahuètes, etc., on le voit dans certains magasins bio, il y a des distributeurs de beurre de cacahuètes ou des choses, des moulins qui te fabriquent ton beurre de cacahuètes ou ta purée d'amande sur place. Vous êtes allé jusque-là ou pas forcément? Non, en fait, moi, je pars du principe quand même que tout n'est pas vracable, Ok. à part dans les magasins, tu vois, dans les magasins bio que tu cites, pourquoi pas, tu as quand même une plus grande proximité, tu as moins de volume de clients, c'est plus simple à entretenir parce qu'il ne faut pas oublier, des fois c'est un peu contre-productif, tu vois, les produits pâteux, tu as quand même la problématique tu sais, des produits qui vont rester, du nettoyage, Hmm. donc, donc ça veut dire que tous les soirs, il faut entretenir le matériel. C'est un peu comme tu sais, les systèmes de presse orange là qu'on voit dans les magasins et d'ailleurs qu'on voit quand même un peu moins parce qu'ils ont cette problématique qui qu'au final, ça monopolise pas mal de temps et deux, bah, dans tous ces tuyaux, à chaque fois que tu vas, c'est un peu le problème du vrac liquide, hein, à chaque fois que tu vas nettoyer, tu vas perdre T'as des toute la matière résidus, ouais, et puis des pertes. voilà, qui reste dans ces tuyaux-là. Donc on ne s'est jamais aventuré sur ce terrain-là. Hmm. Tu évoquais tout à l'heure des gros investissements hein, dans industriels, dans l'usine, probablement aussi des entrepôts, etc. Comment s'est financée l'entreprise ces 26 dernières années pour gérer cette croissance finalement assez importante? Est-ce que l'actionnariat est encore complètement familial? Est-ce que tu as ouvert le capital à des fonds, à des business angels? Comment ça se passe? Oui, j'ai ouvert mon capital. Oui, je suis toujours une entreprise familiale puisque je détiens 70% en direct, 70% de mon entreprise. Mais j'ai avec moi un fonds qui s'appelle Ambrosia qui est rentré en 2018, année où on a pris la décision de construire une usine dans laquelle on est depuis 2020. On a investi 16 millions d'euros sur le territoire local. Leur profil, c'est plus un family office qu'un investisseur pur, ce qui est quand même extrêmement important parce que ça permet de se projeter sur du long terme et pas d'avoir si tu veux, des impératifs de rentabilité financière à des moments précis, Et de mais être. sortie à Ouais, 5 8 ans, comme c'est exactement. classiquement le cas avec les Tu fonds. vois, c'est ça. Et donc, ça, c'était important. Mais effectivement, il m'a fallu me faire accompagner parce que tout seul, tu vois, avec mes parents,
il faut pas oublier le début, hein. Le début, c'est l'hypothèque de la maison de mes parents parce que c'est le seul actif qu'on avait dans la famille. Mes parents ont accepté de mettre leur maison en hypothèque pour que j'aille financer des meubles que j'allais mettre à disposition gratuitement dans la grande distribution française. Tu vois, c'était quand même, ils me faisaient une confiance Ouais. absolue et je les en remercie encore. Et donc, bah, je suis allé à la banque et j'ai emprunté au début. Et puis c'est parti comme ça. Il m'a fallu démontrer mon modèle économique, démontrer surtout ma capacité à rembourser ce que je devais. Et tiens, je fais une petite incartade là-dessus. Je sais pas si tu as fait attention à ce changement de paradigme complet entre l'entrepreneuriat tel qu'il était il y a 25 ans quand j'ai commencé et tel qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment que tu lèves de l'argent sans vraiment prendre de risques. Hmm. En gros, tu pitches à la télé devant des gens qui, au bout de 4 minutes, vont te dire, tu sais quoi, ça vaut combien? 1,5 million? Allez, je mets 20%, tiens, ça fait ça. Ok. L'argent magique. Moi, tu vois l'idée? À l'époque, moi, j'allais voir un banquier. Avant d'emprunter, on me disait, quelle garantie je vais avoir, moi, d'être remboursé de ce que vous me devez? Et le principal engagement que je prenais, à minima, c'était de rembourser celui à qui j'avais emprunté de l'argent. Et, euh, et donc, en fait, il fallait démontrer ta capacité à gagner de l'argent. D'accord? Il fallait donc démontrer que ton modèle, il était viable. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu ce côté viabilité, ce côté bon sens. Et tu vois, je ferais, je veux pas passer pour un ancien combattant parce que je suis hyper, Jeune déjà. hyper, ouais, non, voilà, pas hyper jeune, mais il y a un peu des changements d'époque, hein. Attention, c'est pas une critique, c'est un constat. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement aujourd'hui qui est différent de celui qui était hier. Regarde dans l'alimentation, c'est la même chose. Euh, je, je me faisais la réflexion. Tu sais, sur Younuts, quand j'ai créé la marque, je te dis c'est bon et c'est très bon. Mais derrière le c'est bon et c'est très bon, c'est un peu le pouvoir infini du bon sens. Je te donne un exemple. Grande mode des protéines. Alors, des modes, il y en a eu, hein. Tu vois, la Hmm. chance qu'on a chez un air d'ici, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, sans chercher à être à la mode, tu t'es tout le temps. Oui. Parce que les régimes, les kétos, les flexitariens, végétariens, sans gluten, etc. Donc, on en a vu, le Dubai Style, etc., etc. À chaque fois, le dénominateur commun, c'est qu'il y avait toujours des fruits secs là-dedans. Donc, ça C'est tombe vrai. plutôt bien. Voilà. C'est vrai. Mais aujourd'hui, la grande mode, c'est la protéine. Et, et donc, je prends une barre de protéines de Thibaut InShape, là, qui fait, voilà, qui est plus gros influenceur de France, etc., et qui se Et lance qui a en grande lancé sa marque en distribution, GMS en et 2025. qui a lancé sa marque en GMS. Et là, je regarde la liste d'ingrédients, 20% de protéines. Je regarde la liste d'ingrédients, d'accord? 19 ingrédients, 19 ingrédients, dont des qui sont quand même, tu vois, des exhausteurs de goût et des émulsifiants qui sont largement utilisés dans l'industrie et qui sont largement controversés. Donc en gros, tu prends du sel, du sucre, du truc, tu mets 19 ingrédients et tu obtiens 20% de protéines. Et je me suis amusé, je prends mon pot de Younuts, pour le coup, qui est un beurre de cacahuète, 100% Hmm. cacahuète. Donc nous, liste d'ingrédients, c'est facile, il n'y a pas de S. Un Hein, ingrédient. ingrédients cacahuète. Et là, je regarde la teneur en protéines et je vois 23% de protéines. Et je me dis donc, ça veut dire que pour un effet moins positif en teneur en protéines, tu vas te prendre 19 ingrédients dans ton assiette. Mais il est où le bon sens? Tu vois? Ouais. Donc ça m'a un peu marqué. Et d'ailleurs, je rebondis sur le truc. Absolument pas que j'ai quelque chose contre Thibaut InShape, mais il témoigne un peu de l'évolution d'une mentalité dans l'alimentation. C'est-à-dire, on le voit très bien. C'est hier, j'avais un peu l'impression que c'était le produit qui faisait la notoriété,
Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est l'inverse. C'est Mm. la notoriété qui fait le produit. Oui, C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable d'avoir une audience de dizaines de millions de personnes, il peut lancer à peu près ce qu'il veut, parce que comme il est influenceur, eh bien, il va influencer les gens qui sont influençables, et donc acheter des produits. Mm. Tu vois? Est-ce que c'est ça le bon sens? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, tu vois qu'il y a une vraie rupture et une évolution. Et Oui, qui remet en cause d'ailleurs tout le schéma logistique de l'alimentaire. Quand je parle de schéma logistique, c'est aussi de rapidité d'exécution. Parce que tu sais, les réseaux, c'est je buzz, je perce, mais derrière, je scrolle. Et donc, le temps qu'arrivent en rayon les, les, les produits qui sont à la mode sur les réseaux, bah, tu es déjà en décalé. Mm. Parce que la vérité, c'est qu'au mois de mai, tu présentes des revues d'innovation. Au mois de novembre jusqu'en février de l'année prochaine, tu vas faire tes négociations et tu seras en rayon qu'au mois de mars. 8, 9, 10 mois après. ouais, Donc ça, c'est plus adapté parce que le produit il est déjà plus à la mode. On l'a très bien vu avec le Dubai Style. ouais. Tout le monde s'est mis à en faire. Le jour où c'est arrivé en rayon, ça marchait plus. Donc, Parce que, ouais. ouais, et, et tu vois, t'as, tu as une évolution de l'alimentation qui se fait, je trouve, quelquefois en dépit du bon sens. Pareil, en témoignent les grands invités d'un salon qui est le CFIA qui vient de se terminer à Rennes, un salon agroalimentaire. L'année dernière, invité d'honneur, Pierre Gagnère, grand chef. Donc là, on est dans le D'accord? goût, on est dans la qualité, etc. Exactement. On est dans le goût. Invité d'honneur cette année, Thibaut InShape. On est dans la fonctionnalité, dans l'apport en protéines, etc. On est dans l'industrie. Mm. Ok? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'hier, Grégory, quand on mangeait tous les deux, je te disais c'est bon ce que tu as dans ton assiette? Et tu me dis ah ouais, c'est bon, hein. Voilà. Bah, aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai un peu le sentiment que je vais te dire, Grégory, tu as combien de grammes de protéines dans ton Mm. assiette là? Et la fibre là, t'es sûr? Et tu vois, on est. Ou J'ai le l'influenceur qui sentiment. te l'a vendu, il a combien de followers Bah, sur Instagram? c'est un peu ça. C'est un Ouais. peu ça. Et attention, il n'y a absolument pas de critique, il y a un constat. Il y a un constat. Mm. Non, Et mais c'est très intéressant. tu vois, Parce- et c'est mon point de vue, hein, Mm. mais C'est très intéressant parce qu'on peut qualifier que, enfin, on pourrait se dire que finalement l'alimentation est en train de devenir un produit comme les autres et que du coup, on a une forme de start-upisation de l'alimentation ces 5, 10 dernières années qui s'illustre par ce que tu disais juste avant, le côté on lève des fonds et puis c'est une course en avant avec des investisseurs pour être visible, etc. et pour que les choses aillent très vite. On passe dans Qui veut être mon associé, qui est l'émission à laquelle tu faisais référence pour avoir une espèce de boom de vente où on vend 1 million d'euros de produits en une soirée. Et puis la deuxième facette de ça, c'est effectivement la communication sur les réseaux sociaux et les influenceurs qui non seulement servent à accélérer le succès de certaines marques ou de certains produits. Il y a un produit qui a cartonné aussi l'année dernière, c'est les petites pépites de framboise enrobées de chocolat là, surgelées. Ça a été un carton parce que tous les fera influenceurs en nuit. ont parlé. Franui, exactement. Et après, il y a les marques d'influenceurs. Donc, il y a Thibaut InShape, il y a aussi Squeezie qui a lancé son kombucha, qui est un des best-sellers en GMS, alors même que le kombucha, ça existe depuis 30 ans en magasin bio et même en GMS et qu'il y avait des super produits qui existaient déjà sur le marché. Donc, effectivement, ça illustre cette facette-là de l'alimentation. C'est tout à fait intéressant le parallèle que tu fais. Hein. Mais, et tu vois, je comprends que ça génère quelquefois de la part de certaines PME une vraie frustration, pardon, qui est de dire, mais attends, mais moi, ça fait 25 ans, tu faisais référence au kombucha, pas du tout mon métier, mais je peux comprendre que des PME qui font du kombucha depuis des années, qui vont en grande distribution, qui vont le proposer, et à qui on dit, bah, non, non, machin, du jour au lendemain, quelqu'un arrive, et parce que ça devient à la mode, entre guillemets, et référencé partout, et on lui ouvre les portes, ça peut être frustrant parfois. Hmm. Et pour terminer sur une ouverture sur compléter ta vision de l'alimentation, si tu prends un peu de hauteur, quelle est ta vision de l'alimentation responsable à 10 ans? C'est quoi pour toi les 3, 4 grands enjeux de l'alimentation et la direction que cela va prendre ou que ça devrait prendre?
Alors, j'en parlais un peu en fil rouge, mais pour moi, la première grande tendance, c'est une alimentation qui doit devenir moins transformée. On l'a vu, vraiment une tendance de fond. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'une alimentation ultra transformée est mauvaise pour la santé. Hein, un, c'est une alimentation moins transformée. Deux, une alimentation plus responsable dans sa globalité. Il y a besoin de transparence. Le consommateur, il est de plus en plus informé. Le greenwashing, ça ne fonctionne plus. Les consommateurs ont besoin de preuves et s'ils ne les ont pas, ils vont les chercher. Donc, c'est une alimentation qui doit être extrêmement transparente. Après, il y a la grande tendance de la végétalisation de l'offre. Donc, je crois en l'avenir de tout ça. Et puis en parallèle, il y a quand même des questions qui se posent autour de ce qu'on vient d'évoquer, c'est de dire, et aussi, le marché de l'alimentation qui est de plus en plus influençable, hein, influençable par les réseaux, influençable par les médias. Donc, je pense que tout le travail consiste, et c'est pour ça que je salue ton initiative avec ce podcast, c'est tout le travail consiste à faire beaucoup de pédagogie autour de ce qu'on met dans son assiette et surtout à mettre beaucoup de bon sens autour de tout ça. Hein, et je me rappelle, tu vois, des plats cuisinés par mes parents. Écoute, ils étaient très simples. Hein, on prenait des tomates, des courgettes, etc. On faisait une ratatouille. Pareil, moi, je suis pas, si tu veux, un ultra pour un régime ou pour un autre. J'aime le poisson, la viande et les légumes. Et j'ai pas, si tu veux, je n'ai absolument aucun jugement. Je pense qu'il faut être très tolérant. Euh, Ça fonctionne dans le monde de manière générale, mais ça fonctionne dans l'alimentation aussi. Chacun doit trouver son point d'équilibre. Il y a simplement, une fois de plus, tu vois, le goût, par exemple, si tu prends le goût, c'est très subjectif, c'est très personnel. La responsabilité, en revanche, elle est collective euh, et elle est très objective. Tu vois, dire que des produits industriels très transformés sont mauvais pour la santé, c'est une vérité collective. D'accord. Dire c'est bon ou c'est pas bon, c'est une vérité individuelle. Tout à fait. Donc voilà, donc je pense qu'il faut mettre du bon sens dans tout ça. Je citais avec ces régimes protéinés, quand tu veux 20% de protéines, va pas t'enfiler une barre industrielle, prends une poignée d'amande, tu vois, tout Ou simplement. du beurre de Euh, cacahuète. voilà, ou du beurre de cacahuète. Ouais. Et idem avec les fibres, idem avec plein de choses. Mange des fruits, des légumes, voilà, une alimentation variée, saine. Hmm. Donc voilà, Grégory. Bon, bah super. Écoute, on approche de la fin de cette discussion, donc c'est le temps de la question signature du podcast Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que toi, Franck, tu as réalisé d'impossible? Euh, Ce que j'ai réalisé d'impossible, euh, c'est c'est une excellente question. Je pense que dans l'entrepreneuriat, euh, tout est possible avec de l'engagement, de la volonté, mais surtout, avec des femmes et des hommes. D'accord. Et donc, j'ai envie de répondre à ta question, tout. C'est-à-dire que j'ai tout fait, d'accord, mais en me disant qu'à partir du moment où j'ai des femmes et des hommes avec moi, où j'ai des équipes, et où on a une vision claire, euh, on ne s'est même pas posé la question de savoir si c'était impossible. On l'a fait. Hmm. Bah, c'est une très bonne réponse. Bah, écoute, merci beaucoup, Franck, pour cet échange inspirant et concret qui nous aide à comprendre comment une entreprise peut conjuguer croissance, responsabilité, innovation, impact positif et on l'aura compris, alignement et bon sens. Tout ça au service d'une alimentation plus respectueuse, plus durable et meilleure pour la santé. Donc vraiment un grand merci pour ton temps et pour tout ce partage d'expérience.
Merci Grégory. Merci beaucoup encore et à tous ceux qui nous écoutent, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Culture Nutrition, le podcast, à laisser un avis et à partager autour de vous. Et on revient très très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt et bonne journée à toutes et à tous. Salut!